à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport dominé par les Français. Vous avez compris, on va parler de la première semaine du Tour de France, avec déjà 3 victoires tricolores, mais on reviendra sur ça dans la deuxième partie, parce que la première est consacrée à la lutte pour le maillot jaune. Pogačar domine, mais derrière Remco et Vingegaard sont à l'affût. Voilà donc pour le programme du jour, on a aussi on n'attaque pas, avec plusieurs choses, notamment du cyclisme féminin, puisqu'il y a un autre grand tour en ce moment qui se déroule du côté de l'Italie. Avec moi aujourd'hui, alors on doit avoir Anthony Nicolas, mais il n'est pas là, le midi il dort, évidemment. Jérémy Sakian est sur le Tour de France. Écoutez ses podcasts d'ailleurs sur l'équipe, on fait une petite promo, c'est cadeau. Donc on récupère ce qu'on peut, évidemment, avec déjà peut-être l'expert en Paris, puisqu'il n'en a pas mis un depuis le début du Tour de France. C'est Atib qui est avec nous. Bonjour Atib. Bonjour Johan. Qu'est-ce que tu penses de tes pronos de la première semaine ? Combien d'argent t'as fait gagner aux gens et combien d'argent t'as gagné ? J'ai quand même rentré Carapaz maillot jaune l'étape de sprint de Turin, donc je suis très content avec ça. Alors, franchement, je pense que toute la France Une l'avait. sur 9, c'est pas mal. Ouais, et surtout toute la France l'avait. Donc, c'est pas très mérité. Vous l'avez entendu, bien sûr, la voix de Théo. Bonjour Théo, qui vient nous apporter son expertise, sa bogossitude toujours. Bien sûr, pour, toujours. cette première semaine du Tour de France. Est-ce que tu as kiffé la première semaine ? Ça va ? Ouais, très belle première semaine. Très bien. Très belle première semaine. On fête aussi, on souhaite une bonne fête à Thibaut, évidemment, puisque c'est la Saint-Thibaut, a priori, aujourd'hui, m'a fait chier avec ça. Donc, souhaitons-lui une bonne fête. Mais ça se souhaite la veille, Johan, donc c'est trop tard. Comment ça se fête la veille ? C'est quoi ? De toute façon, plus personne ne fête ça depuis très longtemps. Non, mais les saints se souhaitent la veille, si tu ne le savais pas. Ah, super. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas de fête, donc je peux rien dire. Par contre, n'hésite pas à changer un peu ta caméra parce que tu es toujours figé sous ton arbre. Tu captes plus la Wi-Fi. En attendant, on va faire la première partie. C'est parti pour le tempo. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant. C'est donc Tadej Pogačar qui mène ce Tour de France après une domination sur cette première semaine, un petit peu comme prévu d'ailleurs. 33 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, une 15 sur Vingegaard, une 36 sur Roglic. Première question directe, pour Théo, puisque c'est celui qui a la caméra la moins figée. Est-ce qu'il n'avait pas moyen de gagner plus de temps ? Pogačar a-t-il fait une si bonne semaine que ça, une si bonne opération ? Il est devant, il est maillot jaune, mais l'écart il est pas si grand. Voilà. Potentiellement, au vu des états de forme de pré-tour, on aurait pu penser que sur le week-end inaugural, il aurait pu en prendre plus, mais le fait est qu'on a été peut-être pas personnellement surpris, mais Jonas Vingegaard a répondu présent en termes de niveau. Maintenant, on a bien compris que la Visma, elle, roulait pour la 3e semaine. Donc le matelas, il est certes de plus d'une minute, mais pas sûr que ça suffira à la fin. Oui, Thibaut, pareil aussi, Pogačar a un petit peu d'avance, mais on s'attendait, c'est vrai, notamment sur Jonas Vingegaard qui revenait à la compétition, un peu plus d'écart. Même lui, Vingegaard a dit on s'attendait à perdre 2,30 dans le chrono. Bon, après, ça c'est du blabla. Mais bon, c'est quand même un Pogačar dominateur, mais pas aussi fort pas aussi largement qu'attendu en tout cas. Après, combien de temps on estimait qu'il aurait pu gagner ? C'est ça la question. Il a gagné quand même pas mal de temps du côté du Galibier. Je pense que je m'attendais peut-être à ce qu'il gagne 2 fois moins, peut-être un peu plus de temps hier au vu du terrain, mais sinon, il est dans les cordes. Bon, peut-être un peu moins que prévu. J'estimais peut-être 1 minute et demie, 2 minutes sur la première semaine. Donc oui, mais il a gagné du temps. C'est déjà ça, le principal. Ouais, donnez votre avis aussi dans le chat, savoir si vous trouvez que Pogačar a assez gagné de temps cette semaine, si ça sera suffisant pour les prochaines semaines, les prochaines étapes. En attendant, je voulais parler aussi on a parlé de Pogačar, on l'a vu, c'est lui qui domine ce Tour de France, mais il y a aussi une équipe dominante, c'est UAE, on l'a vu sur l'étape de montagne, très forte. Théo, mais il y a eu des petits coups de moins bien, on l'a vu notamment lors de l'étape hier sur les chemins blancs, où des fois on a vu un Pogačar un peu esselé à des moments, parce qu'ils ont su être là, et la bordure aussi, où il s'est retrouvé tout seul, pas si flamboyante que ça finalement, c'est UAE pour entourer Pogačar, c'est pas aussi dominateur, pas aussi écrasant qu'on pouvait là aussi le prétendre.
Bah, de toute façon, c'était un peu écrit dans la composition de l'équipe. C'est-à-dire qu'a priori, tu as que Nils Politt qui est capable et Tim Wellens qui est capable qui sont capables plutôt du coup de donner des coups de main sur le plat ou quand c'est dur. Parce qu'après, on est sur des garçons plutôt typés grimpeurs. Donc, ils ont été très forts, évidemment, là où on les attendait, c'est-à-dire sur l'étape du Galibier. Mais quand on voit les dégâts qu'ils peuvent faire sur une étape de montagne, c'est-à-dire que ça peut rattraper des potentielles faiblesses ailleurs. Alors, moi, ma petite alerte, c'est en effet cette étape où ça a borduré un petit peu en Bourgogne. Et bon, Tadej Pogacar était le seul à être là. Donc, déjà, ça montre qu'il est aussi capable de se débrouiller un petit peu tout seul. Oui. Et hier, ils étaient là. Voilà, c'est bien beau, hein, la Visma, d'être là derrière Vingegaard, mais au final, peut-être qu'on pourrait aussi, on a une interprétation aussi de dire que si la Visma Leasebike était si supérieure que ça sur ce terrain des chemins blancs hier, ils auraient pu aussi le mettre à leur profit en essayant d'attaquer Pogacar, ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'en cours défensif, on court pour la 3e semaine. Et j'ai pas non plus l'impression qu'on se focalise sur Evenepoel ou sur Roglic du côté de la Visma. J'ai vraiment l'impression qu'on est à 100%, 20% focalisé sur Pogacar. J'ai pas l'impression que le podium soit un problème derrière. Donc attention, il y aura quelques petites étapes piégeuses pour UAE, notamment vers Nîmes, où ça pourrait jouer des coudes dans le vent. Donc ouais, c'est une petite alerte. C'est une petite alerte. Ouais, on a vu notamment Pogacar le dire en conférence de presse derrière en zone mixte on a l'impression il disait on a l'impression qu'il me cible moi mais je suis pas forcément le seul. Voilà, bon, c'est une stratégie de la Visma assumée d'ailleurs. Et avant de passer sur le cas Jonas Vingegaard et la Visma, juste Thib, moi, je pense que plus les jours avancent, plus il y aura une problématique du côté du AE, parce qu'on a encore bien classé Ayuso et Almeida, qui sont évidemment dans le top 6, comme c'était là aussi prévu. Adam Yates s'est sacrifié, mais même après s'être sacrifié, vous l'avez entendu, c'était en mode ouais, je me suis sacrifié, mais voilà, il y avait c'était un peu à contre-cœur parce que Ayuso a pas roulé totalement et tout, ce qu'il pourrait pas y avoir un début de quelque chose genre voilà, on approche la 2e semaine, je suis 4e, 5e, est-ce que j'aurais pas envie de jouer un petit peu comme ça a été le cas d'Ayuso d'ailleurs qui s'est fait engueuler ma carte quoi. C'était la problématique d'emmener autant de leaders. On avait l'interrogation de savoir qui aurait un ego peut-être un peu plus gros que celui de Tadej Pogacar. Et on pointait surtout les déclarations de pré-saison de Joao Almeida. Joao Almeida nous a prouvé que sur le Tour de Suisse, c'était pas un problème, mais la petite épine dans le pied, ce sera peut-être Ayuso sur cette 2e et 3e semaine. Donc à voir, hein. Il y a des étapes piégeuses. Théo l'a pointé, ce final de Nîmes dans les 25 derniers kilomètres, mais il y a aussi demain. Demain, ça devrait souffler du côté d'Issoudun. On prévoit du vent à 21-22 km/h à la sortie d'Issoudun. Et on le sait, les 58 derniers kilomètres, c'est totalement découvert. Donc ça peut partir dans tous les sens. Attends, mais tu connais bien la région. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est à 200% sur Pogacar. Hein. Tu pointais des potentiels risques de petites trahisons. Moi, j'en vois aucune. En revanche, on parlait du collectif UAE sur l'étape de la Bourgogne. Moi, ça m'a surpris qu'on sacrifie Adam Yates dès le. Alors, sacrifier, Ouais. je ne sais pas si c'est le mot. C'est lui qui a roulé un peu avant les autres, quoi. J'ai été très, très surpris de le voir déjà hors du jeu, entre guillemets. On parle du mec qui était 3e l'année dernière, hein, quand même, hein, et qui a à peu près survolé le Tour de Suisse. J'ai été quand même très surpris qu'on le sorte de l'équation dès le Galibier. Et voilà, peut-être qu'on s'en mordra un peu les doigts plus tard. Parce que, bon, Joao Almeida, c'est son premier tour. Ayuso, il est tout jeune aussi sur un Tour de France. Donc, derrière, c'est pas non plus l'assurance tout risque en cas de problème. Donc moi, ça m'a vraiment, vraiment étonné de voir Adam Yates sauter le premier des 4. Ouais, surtout d'un point de vue stratégique, parce que Adam Yates c'est aussi peut-être utilisé pour être envoyé devant. Si t'es comme Ayuso Almeida, par exemple, autour de la minute d'un Vingegaard qui est encore au coude à coude avec Pogacar, ça peut être aussi un moment du tiens, je le mets devant, on est obligé mais là, de rouler. ça fait l'écart du Galibier, ça fait l'écart du chrono, parce que bon, Adam Yates, les chronos tout plat, c'est quand même en effet pas son fort. Ça commence à faire quand même. Hein. L'année dernière, il était quand même beaucoup plus proche. C'est vrai. Tu voulais dire quelque chose, Tim ? Visiblement, en fait, on est gourmand du côté du AE et on a un autre plan, c'est de mettre Ayuso plutôt sur le podium et d'aller chercher le maillot blanc.
Donc, à vouloir chasser deux lièvres, peut-être qu'on se retrouvera avec 0 but en roue. Genre UAE avec les maillots blancs ces dernières années veut pas lâcher ce maillot. Bon, ok. Pourquoi pas? Moi, Non, mais il y a des accointances basques et espagnoles du côté de Maxinte et d'Ayuso. On le sait, c'est un peu son petit protégé et il a envie que l'Espagnol ramène le maillot blanc. Bon, en tout cas, ça pourrait être un petit problème dans les jours à venir. On verra ça dans les étapes de montagne, comment cela va se goupiller. En attendant, il y en a un aussi qui est là, qui est présent aussi aux côtés de Pogacar, alors qu'on avait de grosses interrogations avant le Tour de France. C'est Jonas Vingegaard qui a largement rassuré dans les premières étapes et même dans l'étape de montagne. Il n'était pas très loin de basculer avec Pogacar. Pour l'instant, pas de risque pris de la part de Jonas Vingegaard. Tu parlais de la stratégie de Visma. Théo, je vais te donner la parole. Est-ce que déjà tu as compris sur les chemins blancs le fait que Jonas Vingegaard ne va pas rouler du tout avec Pogacar et Remco? Alors les deux n'ont pas compris, ces adversaires. Mais est-ce que toi tu comprends ou pas la stratégie mise en place par le Danois? Je la comprends quand il est seul avec Pogacar et Evenepoel, parce que je pense qu'en termes de puissance pure sur des chemins qui étaient pas très pentus, je pense que Remco était meilleur, même si Remco a des petits problèmes de pilotage et que Pogacar était très à l'aise là-dessus. Donc je comprends qu'il n'ait pas voulu prendre de risques. En revanche, quand il se retrouve avec Jorgensen et Pogacar, et avec la perspective, pourquoi pas, de creuser sur Roglic et Evenepoel, là, je la comprends un peu moins. Mais encore une fois, on est dans cette architecture défensive de mettre la pression sur Pogacar, de se focaliser à 500% sur lui, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas des autres. Et ça commence, je pense, à agir dans la tête de Pogacar. Il l'a redit hier, il s'en est plaint. Il y a des petites déclats qui commencent à sortir. Donc oui, c'est du marquage comme Vingegaard le fait depuis 2 ans, et je pense qu'ils vont s'en tenir à là, la stratégie de l'asphyxie, quoi. Et donc pour moi, non, ça m'a pas surpris. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Ça, c'est une autre question. Il y a aussi une problématique pour Pogacar parce que il ne doit pas être rassuré, ça c'est sûr, il doit avoir des doutes quand il voit Vingegaard être à chaque fois dans sa roue, il dit que ça va encore recommencer comme les 2 années précédentes, surtout que là, Ouais, l'objectif c'est un c'était jeu mental, c'est un Ouais. jeu mental. Il sait qu'il a du temps à rattraper, il veut aller au maximum Pogacar parce qu'il sait qu'en 3e semaine, au fur et à mesure, Vingegaard peut reprendre la forme, ou inversement d'ailleurs s'écrouler parce qu'il n'a pas eu assez de préparation, mais en tout cas, Ça, il y a c'est du pas doute non qui plus s'installe. garanti, hein, Il y a du doute qui clairement. s'installe. Tu sens un Jonas Vingegaard type capable de faire basculer ce Tour de France, parce que pour l'instant il a été dominé dans le chrono, dans l'étape de montagne et même sur les chemins blancs où il était un peu derrière, mais finalement il a réussi à recoller. Le truc, c'est qu'on sent qu'il a aussi ces petits moments de faiblesse et ces petits pourcentages en moins. On l'a vu sur le Galibier, on l'a vu sur ces chemins blancs où s'il n'y avait pas eu Matteo Jorgensen, Tadej Pogacar, on aurait pu creuser. On sent qu'il y a des petits moments de moins bien avec Jonas Vingegaard. Maintenant, il y a la question de sa montée en puissance et de savoir s'il finira par craquer comme Tadej Pogacar l'a fait l'année dernière. On a le même scénario mais inversé. C'est-à-dire que pour le moment, Jonas Vingegaard fait illusion. Va falloir savoir si en 3e semaine, il va finir par craquer comme Tadej Pogacar l'a fait, ou s'il va résister, monter en puissance. Et là, il y aura peut-être des inquiétudes du côté du chrono de Nice pour Tadej Pogacar, où on sait Jonas Vingegaard sur ce type de chrono est limite le meilleur du monde. Ah oui, ça c'est clair, mais il y en a un autre qui est plutôt pas mal dans les chronos, et lui aussi, on a l'habitude de le voir craquer en haute montagne, mais pour l'instant, il est bien là, c'est Remco Evenepoel. N'oublions pas qu'il est 2e du classement général à une trentaine de secondes de Tadej Pogacar. Le Belge est dans le coup, pour l'instant, il a tenu lors de son premier test. Semaine parfaite, Théo, pour lui, je pense, pour le Belge. Ouais, Quasi c'est parfaite, une très très belle première semaine pour Evenepoel. Il a été au rendez-vous là où on l'attendait, c'est-à-dire sur le chrono, sur le Galibier. Alors n'oublions pas que le Galibier, c'était quand même Oui. le versant le plus favorable pour lui, dans la mesure où ça passait par le Lotharet, donc c'était quand même beaucoup plus roulant. Et il y a juste la fin qui était, bon, avec la haute altitude certes, mais il a plutôt très bien résisté. Hier, c'était quand même très encourageant aussi. Pour moi, il y a une petite erreur, une petite enflammade de mettre une Minas à 80 bornes, parce que je pense qu'elle n'était pas, C'est du Remco. indispensable, d'autant plus que par rapport aux armadas UAE et Visma, la Soudal était quand même bien moins armée hier en cas de potentiel problème, parce qu'on se rappelle qu'il attaque à 70 bornes et que s'il est
voilà, s'il part avec avec les 2 plutôt, s'il y a un problème derrière, bon courage, hein, parce Mm. que là, il s'isole et d'autant qu'on avait personne de la Soudal devant, même si on retombait sur l'échappée devant. Donc c'est compliqué. Donc je le trouve, beaucoup plus habile dans sa communication, beaucoup plus calme. Bon après c'est peut-être de façade aussi, hein, mais il a le niveau, ça c'est une certitude. Il t'a rassuré, toi, Thibaut, sur cette première étape de montagne? Ou est-ce que pour l'instant, c'était pas vraiment un test, un vrai test? Parce que, on l'a dit, hein, c'était pas la plus dure étape de montagne de ce Tour de France. C'était pas la plus dure, mais au vu du rythme et de la sélection que ça a fait, c'était un vrai test pour Remco Evenepoel et il a répondu présent. Maintenant, bon, il a aussi couru un peu comme on l'attendait, mais sur la fin de cette première semaine. Je l'attendais peut-être un peu plus offensif du côté de San Luca, un peu plus offensif sur ces secteurs graviers. On l'a vu, il a attaqué et peut-être avec intelligence, hein, mine de rien. 80 km, ça paraît long. Mais Remco Evenepoel, lui, vise le podium. Et quand on sait que Primoz Roglic, par exemple, va monter en puissance, ça reste un danger pour le podium de Remco Evenepoel. Donc, le Belge l'a quand même peut-être un peu anticipé. Moi, je trouvais ça bien pour Remco Evenepoel. Pour les deux autres, non, c'était pas forcément le bon move. Tiens, Ouais, quand on voit l'architecture de ces grands tours à Remco Evenepoel, c'est un garçon qui commence toujours bien ces grands tours. ouais. Que ce soit au niveau du chrono ou au général, c'est justement en troisième semaine que ça rompiche un peu. C'était le cas Mm. sur la Volta où il commençait un petit peu à perdre du temps. Donc à voir. À voir, d'autant qu'on va rentrer fin de deuxième semaine prochaine dans les Pyrénées où les pourcentages seront un peu plus importants, où il y aura des arrivées au sommet et puis il y a les Alpes. Donc c'est une bonne première semaine, mais c'est pas fini, quoi. Ouais. Et il y a Ben Cassefreter qui dit le problème pour Remco, c'est son équipe. Alors, je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a Mikel Landa qui est encore avec lui en Landa est très montagne. fort. Il Landa est, est il est très 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 fort. fort. Alors, pour l'instant, j'ai pas vu forcément aider Remco, si je peux me permettre. Van Wilder, bon, il fait le travail qu'il a à faire. C'est vrai que sur les chemins blancs, il était un petit peu esselé. Mais est-ce que c'est un problème? Moi, je vois pas trop. Peut-être, je vois pas trop. Ça va. Je veux dire, franchement, un titre de comparaison, j'ai plus peur pour une Bora Hansgrohe que pour la Soudal Quick-Step dans ce Tour de France. Voilà, c'est mon avis. Après, on en parlera En, après. en vrai, maintenant, pour un leader comme ça, qui vise en plus le podium et pas la victoire, avoir un backup derrière, ça sert que si tu as un problème ou si tu es limite en perdition pour essayer de minimiser la perte. Mais pour le reste, Remco Evenepoel va devoir subir un peu le train des adversaires. Et le train des adversaires, c'est le train Imireti et peut-être un peu même pas en fait. Même pas le train Pispa. Ouais, de toute Ça façon, reste que le train t'attendais pas les Imireti. Soudal acteurs en montagne, donc Ah oui. pour moi c'est pas une Ouais. faiblesse dramatique en soi. La potentielle faiblesse c'était hier, et au final il s'en est plutôt bien tiré. Landa même était là. Moi je l'ai vu assez fort sur le Galibier. Il y a Van Wilder derrière. De toute façon, Remco, de toute façon, quand vous êtes en haute montagne et qu'il en reste 10, que vous ayez 2 mecs à côté de vous Ouais. ou 1, plus personne, de toute façon, il faut suivre les roues et puis quand ça part, ça part. Vous êtes là ou vous êtes plus là, donc Ouais. heu, voilà, la supériorité numérique, elle était très importante hier. On l'a vu avec les Visma et les UAE. Bon, l'examen a été passé, hein, pour la Soudal, donc non, ils sont pas Puis nuls non en plus, vérité, hein, attention, hein, ouais. non, moi Et, ça m'inquiète pas plus que ça pour lui. et en vérité, quand tu te projettes sur cette deuxième et cette troisième semaine, et notamment sur la montagne, le vrai test et les vrais tests, c'est le triptyque niçois. C'est à partir de la 19e étape, l'étape d'Isola 2000, où tu enchaînes 3 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Parce que le reste des montagnes, que ce soit en fin de deuxième semaine, il y a énormément de vallées. Ça paraît pas assez sélectif pour faire vaciller Remco Evenepoel, faire vaciller Jonas Vingegaard et peut-être même tester mentalement et le faire rompre Tadej Pogacar. Donc en fait, le vrai rendez-vous, ça restera l'étape 19 et là, on aura vraiment la vraie idée de la hiérarchie du podium final. J'espère qu'il y aura du spectacle avant ça, évidemment. Pour terminer sur les favoris, les 4 fantastiques, comme aiment bien les appeler les commentateurs. Primoz Roglic, donc, qui est encore dans le coup, hein, autour d'une 30 de retard sur Tadej Pogacar.
Après, c'est mon impression, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais on a vraiment l'impression que Primož Roglic, pour l'instant, c'est le 4e homme. C'est-à-dire qu'on a les 3 devant pour le podium, on sent qu'il y a peut y avoir bataille, et Primož, il subit pour l'instant. C'est le 4e homme, c'est-à-dire que c'est pour l'instant celui qui est un cran derrière. Non, je ne sais pas, Théo, tu n'es pas d'accord avec... Ouais, c'est ambivalent. De toute façon, c'est à l'image pour moi, l'impression de Roglic durant ces 2 dernières années, c'est qu'il est très, très fort, on sait, mais Pas aussi fort que il y a les... toujours un mais. Donc, et moi, ce qui m'a surpris, aussi, on parlait d'équipe, mais la Red Bull Bora-Hansgrohe sur le Galibier, moi, j'attendais un petit peu plus, j'avoue, de Jay Hindley et d'Alexander Vlasov, pardon. On peut reparler aussi de ce qui s'est passé hier avec le gadin absolument incroyable de Vlasov, où son soigneur le laisse partir alors que tu sens qu'il est en train de tituber. Ça aussi, c'était un truc à retenir. Mais moi, je les ai pas trouvés vraiment au niveau auquel on les attendait. Vlasov avait très bien couru au début de saison. Je l'ai trouvé un peu moins fort là. Hindley, je l'ai trouvé en retrait. Alors, à voir si on est sur une montée en puissance, comme tu le dis, en 3e semaine. Sur le Galibier, Roglic n'était pas impérial. Bon, il a eu le mérite de s'accrocher. Le chrono est encourageant, mais encore une fois, c'est son terrain, entre guillemets. Donc, pour moi, c'est un peu moins rassurant que la première semaine d'Evenepoel. Oui, ça c'est clair. Je trouvais un petit peu en dedans, mais après, on sait qu'il peut monter en température. Mais Exactement. Par exemple, pour Vingegaard, c'était pas en tout cas un adversaire, parce qu'il est pas très loin, hein, évidemment, 20 secondes, c'était pas un Non, adversaire. mais en revanche, les Pyrénées pourraient bien lui convenir sur une arrivée au sommet brut. Si on arrive à 7-8, il y a peut-être des bonifs au sprint à aller chercher. Bon, voilà, faut voir s'il peut aller suivre le train UAE, si train il y aura. D'ailleurs, tiens, après, toi, oui, vas-y, enchaîne, après je te repose une question. C'était le plan un peu de Primož Roglic, et c'était le plan envisagé aussi de Remco Evenepoel sur Primož Roglic. C'est une montée en puissance progressive sur la 3e semaine. Donc au final, Primož Roglic, il est dans les pas et il est au rendez-vous. Mais avec un petit temps de retard, on le voit à chaque fois. Sur les chemins blancs, c'était lui qui mettait du temps à raccrocher le wagon. Sur l'étape de San Lucas, c'est pareil, il est un petit peu derrière. Sur l'étape de montagne, il peut pas réagir. On sent quand même qu'il y a un petit gap, un petit cran. Il tient, hein, mais il est là aussi parce que les autres n'accélèrent pas. Là, sur les chemins blancs. Je me rappelle, je bossais sur cette étape-là de San Luca, et au bus de la Red Bull Bora-Hansgrohe, on était quand même étonné, un peu déçu de la presta de Roglic sur cette étape-là, parce que San Luca, c'était quand même son jardin, hein. Le Tour des Mini, il connaît bien, il l'a déjà gagné. C'est une bosse qui, hors Pogacar, lui, peut-être il est l'un des meilleurs du monde sur ce genre de bosse. Et ce jour-là, ne pas être dans le premier wagon de poursuivants, il a recollé ensuite, hein, sur le haut de la descente. C'était pas un signe très, très encourageant. Alors depuis, je pense qu'il a un petit peu corrigé le tir, mais on avait commencé ce tour pas sur une très, très belle note, en tout cas. Ouais, dans le chat, on me dit il n'est pas tombé, c'est déjà bien. C'est vrai que c'est un point positif pour Primož Roglic. Je voulais demander, Thibaut, toi qui connais très bien le parcours, qu'est-ce qu'on attend de cette semaine pour le classement général? Parce qu'on a des étapes rompiches un petit peu, ou alors les bordures évidemment, mais on aura de quoi faire en fin de semaine, notamment avec les Pyrénées. Bah oui, en fait, il y a 2 gros rendez-vous. Le rendez-vous, ça va être demain avec les bordures. Il faudra survivre. Faudra aussi qu'il y en ait, mais normalement, il y a du vent, donc ça devrait tenter. Ça va être une étape à risque. Et puis après, c'est l'attente interminable du week-end de clôture. Et surtout l'étape de samedi, parce que l'étape de dimanche paraît très peu sélective. Le gros rendez-vous, ça va être le plat d'Adé. Ouais, qui est avec une grosse étape de montagne. Voilà donc ce qu'ils peuvent attendre. Donc les coureurs de ce Tour de France, je voulais très rapidement dire que dans le top 10, Rodriguez et Guy sont les seuls autres coureurs. J'insiste bien sur Derek Guy parce qu'on m'a beaucoup vanné avec ça, mais il est présent dans le top 10. Ils sont les seuls donc coureurs présents dans le top 10 ne faisant pas partie des 4 super teams. Donc ça fait, c'est quand même assez particulier. Ce Tour de France, mais ce n'est que le début parce que pour l'instant on a vu qu'une étape de montagne, ça pourrait sans doute changer. Mais est-ce que c'est si logique que ça? Je suis pas sûr. Après, non, par rapport aux formes, je vois derrière au niveau du classement général, on a l'impression que ce sont les meilleurs qui sont devant.
derrière Guy, c'est Jorgensen, c'est Vlasov, c'est Adam Yates, c'est encore des coéquipiers. Donc voilà. Et après, tu as Egan Bernal, encore un coéquipier. Le premier, on va dire, leader un peu solo, c'est Chicone qui est 14e. Et après, tu as les Victorious avec Butrago, Bilbao et Félix Gall derrière. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura des petits changements avec des coureurs, je sais pas, notamment Elmena qui peut péter, mais pour l'instant. C'est comme ça que ça se passe dans ce début de Tour de France. Les sprinters, vite fait quand même, parce qu'on a eu une belle surprise avec Guérimé qui a le maillot vert bien collé sur le dos. Et puis la déception Philipsen et Cavendish, la 35e victoire. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine pour les sprinters Théo, tu retiens quoi de tout ça? L'agacement d'Alpecin, je pense, parce qu'on venait pour autre chose. Je trouve alors Van Der Poel pas inquiétant, mais loin d'être aérien, parce que même si tu regardes le sprint pour les places d'honneur hier, je trouve que ça turbine un peu, que ça a du mal à revenir, qu'il y a une explosivité qu'on n'a plus beaucoup pour l'instant, enfin que je n'ai pas revue depuis les classiques pour Van Der Poel. Et puis en début de tour, on avait visé quoi, 8-9 étapes pour Alpecin. On a déjà passé 5 a priori sur le papier pour eux, hein, en plus des chemins blancs et des sprints. Et pour l'instant, ça met pas au fond. Donc il y a des deuxièmes places. On sait que Philipsen, par les différents reportages qu'on a pu voir, un petit tempérament de nervosité. Donc c'est pas un très bon début de tour pour Alpecin, hein, très franchement. Avec des zigzags dans les sprints, hein, il y a toujours des débats, notamment d'ailleurs là, sur la 35e victoire de Mark Cavendish, hein, où le sprint là aussi a été licite, hein, en tout cas pour les arbitres, mais qui était où il y a beaucoup de débats autour de ce sprint notamment. Tu retiens quoi toi de cette semaine pour les sprinters, mon cher Thib? La répartition du gâteau, on s'attendait quand même à ce que ce soit une première semaine taillée pour les Alpecin Phoenix, et les Alpecin Phoenix, les Alpecin Deceuninck. Et au final, ils repartent un peu bredouille. Donc, ils ont la deuxième semaine pour se rattraper, sinon ça va être compliqué pour l'équipe ils vont de pas Rudolph. exister en troisième. Oui, donc c'est cette semaine ou jamais. Non, c'est le partage du gâteau, c'est plutôt appréciable, hein. Franchement, qui aurait pu dire qu'au sortir de la première semaine, Bini Girmay finirait favori de ce maillot vert? Honnêtement, non, surtout pas avec la présence de Gervais Tyson. On savait même pas la hiérarchie entre les deux. Et au final, on va peut-être avoir un vainqueur surprise du maillot vert. Ouais, après, c'est à l'image de la hiérarchie du sprint sur le Tour ces dernières années, hein. On n'a jamais eu un mec qui a dominé 2 ans consécutifs, finalement. Le sprint, c'est une histoire de cycle. Et l'année passée, Philipsen, il avait un Mathieu Van Der Poel qui le déposait dans les 200 derniers mètres. Et il avait plus qu'à conclure, entre guillemets. C'est un peu réducteur, mais c'était ça. Je le vois pas foncièrement beaucoup moins fort que l'année passée, hein, Philipsen. Mais quand vous faites 2-3 efforts en plus que vous ne faites pas avant, c'est 2-3% dans le sprint qui vous manque ensuite. Donc voilà, on a toujours eu des dominations ponctuelles sur le tour. Là, il semble que Girmay ait le petit momentum. C'est bien, ça tourne un peu. Oui, c'est vrai. Et chapeau aussi à Mark Cavendish, donc, qui a été chercher la 35e victoire sur le Tour de France. Recordman note donc en solo, donc de victoire, de succès sur la grande boucle. Allez, très rapidement, on va pouvoir faire sur votre homme de la semaine ou votre déception. On commence par votre homme de la semaine. Alors, homme de la semaine ou moment de la semaine. D'ailleurs, je changeais, tu vois, c'est ce que vous avez aimé sur cette première semaine. Thib, je sais très bien que ce que tu vas me dire, c'est un mec qui a le maillot blanc et rouge sur les épaules. Non, c'est pas ça? Si tu dois désigner un homme de la semaine, je pense qu'il n'y a que 2 choix possibles. Il y a soit Abrahamsen, soit Christian Sanchrist, CSC. Mais ouais, il y a que... Non, il y a qu'un seul homme. Il y a qu'un seul homme, c'est Abrahamsen. Je m'attendais quand même à le voir échapper sur cette première étape. Par contre, le voir autant animateur sur la première semaine, non. Moi, je suis d'accord avec toi, mais il a les jambes pour en gagner une sur une étape de transition, et je trouve qu'il se le gâche un peu, ce Tour de France. Parce que celle où il devait sortir, c'était hier et pas avant-hier. Il avait une étape parfaite à 3. Hein. À 3, il aurait pas fait le guignol la veille. Honnêtement, pour moi, elle était taillée pour lui. Hein. Et je pense que... Je dis pas qu'il est en train de laisser passer sa chance, mais à force de faire le foufou, on
rappelle que c'est son premier tour à Bremsen, hein, Oui. il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que oui aussi. Donc il a été très acteur pendant 9 jours, mais je sais pas, Magnus Non, Cort, non, il avait fait... il était là l'année dernière. Oui, c'est Ah. vrai, il était là l'année dernière. Je suis en train de regarder. Tout à fait, il était l'année dernière. Mais on a eu des acteurs comme ça de première semaine qui ensuite ont un peu disparu de la circulation. Donc c'est peut-être un peu dommage dans l'encadrement UnoX de ne pas l'avoir peut-être un tout petit peu plus protégé. Ouais, ils l'ont dit que aussi de ne pas sortir lors de l'étape où il a fait 90 bornes quasiment tout seul. Parce qu'après en montagne, il y a pas Johannessen qui peut aller chercher un résultat. Pas vu. Christophe, c'est quand même en retrait pour l'instant. Varenskol, c'est un peu décevant. Ouais. On a vu Rasmus Stiller un peu hier. Mais Abrahamsen, c'était une vraie chance dans des échappées. Je l'ai dans mon équipe fantasy, mon Soren. Et j'avoue qu'il me déçoit aussi. Autre chose, Théo, tu avais un autre homme de la semaine ou moment de la semaine que tu voulais rajouter? Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup trouvé dans homme de la semaine. J'avais Girmay quand même, parce qu'il marque quand même l'histoire. On s'en souviendra de toute façon. Il a une vraie option d'aller chercher le maillot vert. Comme Thibault l'a dit, il était en ballottage avec Tyson. A priori, la hiérarchie au tout début du tour chez Intermarché, c'était les sprints plats, c'était pour Tyson, et les sprints un peu plus durs, c'était pour Girmay. Là, va y avoir un vrai fil rouge de maillot vert. Il a les capacités d'aller le chercher en plus. Il y a Mats Pedersen, malheureusement, qui est parti. Donc, ça peut être un vrai beau Tour de France pour Girmay. Ouais, et Intermarché aussi, qui... Et j'avoue qu'en ayant fait le Giro, je ne le pensais pas le retrouver à ce niveau-là. Ouais. Donc, bravo. Moi non plus, surtout en vue. C'est bizarre parce que pareil pour Cavendish, ça gagne, mais cette saison, c'est quasi le néant. Girmay, c'est pareil cette année, il n'y a pas grand-chose à retirer de cette saison. Et puis on arrive sur le Tour de France, et puis voilà, on est là au bon moment, on a le momentum. Donc quoi, le Tour fait basculer une saison, de toute façon. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Les déceptions sinon. Alors j'en ai pas mal moi. Les déceptions, je choisirai en fonction de ce que vous dites. Moi j'en ai un, c'est mon number one. Mais déception, Thib, on commence par toi. C'est quoi ta déception de cette première semaine? Les collectives, c'est la Groupama FDJ. Mais il ne va pas trop vite. Mieux, va pas trop vite. Parce que la française, c'est pour après. Tu connais. Les françaises, c'est pour après. Oui. Donc, c'est la Groupama FDJ. Faut que... réfléchis à un autre. Je parte sur des étrangers. Ouais, attends, je donne la main à Théo en attendant. Moi, j'en ai un petit peu parlé. C'est quand même Alpecin. Je vois pas comment on peut passer à côté de ça. Et bon, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, peut-être pour ajouter quelqu'un d'autre, j'attendais peut-être un peu mieux de Pidcock. Ouais, moi aussi, je l'avais noté. Bon, hier, il fait 2, il était là. Mais le week-end en Italie, j'en attendais peut-être un peu mieux. Sur le Tour de Suisse, il était plutôt pimpant. Donc, ouais. Il y a Moi, j'en ai une. Attends, il y a Acola60 qui dit dans le chat Wout van Aert. C'est vrai que ça peut faire partie des déceptions. C'était la mienne. Ouais, non, mais c'était la mienne. J'avais noté aussi dans la liste. Mais bon, après... Est-ce que ça peut être vraiment une déception? Les circonstances atténuantes. Donc, est-ce que le mot déception n'est pas un peu fort? Et finalement, est-ce qu'il n'est vraiment pas venu pour faire l'équipier? Même dans les sprints, il ne va pas tout le temps. Il a été sur la première étape parce que c'était un groupe amoindri. Mais après, derrière, on n'ose pas trop frotter. Le chrono est décevant. Hier, premier gros secteur, première grosse bataille avec les leaders. Wout van Aert, c'est le premier lâché des Visma. Il y a quand même des points d'inquiétude, pas forcément sur ce tour, mais en se projetant sur ces objectifs qui vont être à venir, et notamment les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, le chrono, il n'a absolument pas rassuré. Quand tu sais la forme des favoris sur ce type de chrono, Wout van Aert, normalement, c'est un prétendant à la médaille. Là, je pense qu'on peut raisonnablement quand même l'éliminer des prétendants. Et sur le parcours sur route, on se dit qu'au final, la Belgique vient avec 2 leaders. Est-ce qu'on n'aurait pas un leader unique avec Remco Evenepoel? Ça, c'est possible. On a eu la liste, on en parlera après de la liste pour les Jeux Olympiques. Autre déception, j'ai noté, alors je vous donne pêle-mêle, Henrik Mas, Eamon Yates pour les favoris. Et sinon, moi, ma grosse déception, c'est Jacobsen, qui est complètement à la rue sur ce Tour de France. Bon, il a réussi à faire alors ça correspond à son année. Mais pourquoi l'avoir... Franchement, je me demande pourquoi l'avoir amené. Dès qu'il y a un pont d'autoroute, il est lâché.
Donc c'est le premier à être lâché. C'est-à-dire qu'il faut une étape toute plate et Dieu sait qu'il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Et heureusement qu'il y en a une ou deux là, sur le Tour de France. Sinon, il était lâché à chaque fois. Donc Jacobsen, autant le DSM avait bien commencé. Johan, tu payes un gros salaire pour un leader, pour un sprinter oui. leader, tu es obligé de l'emmener sur le tour. Ouais, Hein. mais Tu peux pas lui faire le ZLM Tour. Hein, donc, ouais, c'est clair. Mais le niveau maintenant, tu vois, chez le groupe AMDG, on arrive à mettre des marques dehors des fois du Tour de France. Donc voilà, il y a des choix à faire ou peut-être avoir donné la chance à notre coureur. Voilà donc pour les déceptions. Après, on se dit que pour Jacobsen, tu vois, avec le partage justement des sprints, il en reste quelques-uns. Si jamais ça se partage bien et que les étoiles sont alignées pour lui, s'il va chercher un succès, ce sera oublié. Alors, si jamais il gagne, je ferai torse nu l'émission ça déraille. Je vous le dis. Enregistré. Ouais, je couperai jusque là, mais je mettrai torse nu. Sinon, déception, il y a Anthony qui m'envoie un message. Il dit si Cocard a gagné un sprint de la ligne invisible lors de la deuxième victoire de Bini. Ça m'a bien fait rire, en effet. Bref, on attaque pas parce qu'on a les Français pour terminer. Ouais. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Juste donner quelques indications, quelques informations. Vous rebondissez sur ce que vous voulez. Donc, avec le Tour d'Italie féminin, le Giro, avec Longo Borghini pour l'instant qui est en tête devant notamment Juliette Labrousse, 7ème à 29 secondes. Ça vient de commencer, c'est un chrono. Bien sûr. Je le donne juste qu'il y a quand même un grand tour en parallèle pour les femmes. La Française India Granger qui a gagné le Tour de Portugal. Alors ça, c'est cadeau, je vous le donne parce que pour l'anecdote, j'étais sur une course cycliste et c'est son copain qui a gagné. Voilà, je vous le dis, je l'ai interviewé après. Donc c'est l'info que j'ai eue par lui et je vous la donne, c'est gratuit. Le Tour d'Autriche avec la victoire de Lucie et surtout le décès à André Drageux, le Norvégien de la team Coop Repsol de 25 ans, décédé lors d'une chute dans la descente du Glockner. Et enfin, aujourd'hui, c'est jour de sélection pour les Jeux Olympiques. Thomas Vauclair va trancher. Ça sera cet après-midi. Donc, il fallait le noter. J'espérais avoir la sélection maintenant, mais elle n'est pas tombée. Si elle est cet après-midi, non. Non, mais maintenant, je sais qu'elle est cet après-midi, mais quand j'ai écrit avant, je me suis dit, tiens, on va pouvoir en parler. Et évidemment que non. Il y a du hockey sur gazon en sélection, mais il n'y a rien sur le vélo. On l'aura cet après-midi. Est-ce que en revanche, il y en a sûrement un qui l'a gagné sur le chrono, c'est Kevin Vauquelin. Ouais. Vauquelin, ouais, on en parlera juste après. Vauquelin qui fait un sacré chrono. C'est pas le premier d'ailleurs cette année. Autre chose, non, vous voulez rebondir sur quelque chose ou on passe à la suite? Non, évidemment, le décès du coureur de la formation Coop Repsol est absolument horrible et évidemment c'est très, très triste. Ouais, c'est encore un nouveau décès et je suppose que l'UCI se penche encore sur ces cas. Mais évidemment, parce que fait grand chose. Hein, ouais, je sais pas encore, on n'a pas la solution. La dernière course pour Sagan me dit, je suis sur le net aussi. Ça nous rappelle quand même aussi à quel point le sport cyclisme est un sport difficile déjà d'aller gagner et au combien c'est facile de perdre et parfois aussi de perdre la vie. Ouais. Avec, je n'ai pas la descente du Glockner, je ne l'ai pas monté ni descendu, je ne sais pas si c'était encore dangereux et tout, mais malheureusement, on a perdu encore un autre coureur et on espère que ça sera le dernier. On passe au Tour de France, on essaye de se réjouir avec les performances de l'équipe de France. C'est lequel bouton déjà? Ça doit être celui-là. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. L'équipe de France carrément, l'équipe de France. Je t'ai dit l'équipe de France parce que j'étais sur les sélections de l'équipe de France. C'est beau, ouais, voilà. Mais c'est toute une équipe en fait. Pour moi, c'est le français. Retour des sélections nationales. Ouais. Donc on repart donc sur les routes du Tour de France avec donc ces tricolores qui ont brillé. 3 victoires d'étape, dont la première pour Romain Bardet qui a porté le maillot jaune. 2 victoires de suite pour commencer, du jamais vu depuis très longtemps. Je m'en souviens plus. On a eu les dates. Je vous laisse les chercher sur internet. 66. 1961 et 1968. Ouais, c'est pas dans le quiz, les gars. Ça sert à rien d'avoir bossé ça. Je vous le dis direct, c'est pour ça justement que j'ai pas fait dans le quiz. Mais tu te rappelles, Yo, dans l'épisode pré-tour, on s'était posé la question, est-ce que ça vous embête de plus avoir un Français capable d'aller jouer le top 5 ou le top 10 au général? Et on s'était tous accordés pour dire que si on finit le tour avec 3 ou 4 victoires d'étape et des frissons ponctuels, nous, ça nous allait très bien. C'est ce qu'ils nous ont fait pendant 9 jours et il en reste 11. Donc,
Donc non, c'était une superbe première semaine pour les Français. Bah, Et d'ailleurs, surtout pour Romain Bardet, Bien sûr. on lui souhaitait ça et au final, il va réaliser ce qui chassait tant après tant d'années. ouais, il lui fallait une grande sortie à Romain Bardet. Il lui fallait une grande sortie. On ne savait pas comment. On ne savait pas comment ça pouvait être. C'est vrai qu'on a vu notamment Thibaut Pinot voilà, buter sur une victoire lors de son dernier Giro. Mais là, on a eu Romain Bardet qui a réussi sur une étape fantastique. Je voulais d'ailleurs vous poser la question, laquelle victoire vous retenez? C'est celle-là, celle que vous retenez lors de cette première semaine? Parce qu'on a tellement, on ne sait même plus laquelle retenir. Donc c'est celle-là avant tout, la première, la toute première. Je trouve qu'elle est la plus... c'est pas pour faire injure à Vauquelin ou même à Turgis, parce que Turgis, il est quand même dans son registre hier. Je trouve que c'est la plus surprenante des trois, si on met une échelle. Ouais, bah surtout avec le scénario, c'est-à-dire qu'il sort. Moi, je vous le dis honnêtement, je le vois sortir, je dis qu'est-ce qui fait ce fou à sortir comme ça en contre tout seul, et finalement, bah c'est du génie. Puis il y a les circonstances, il y a le premier jour où voilà, tu as beaucoup de coureurs qui peuvent être intéressés par un maillot jaune, beaucoup d'équipes, tu as le profil qui certes est accidenté, mais c'est pas non plus le profil où t'attends Romain Bardet comme un des favoris du jour. Enfin, tout est réuni. Il y a l'histoire avec son jeune coéquipier comme une espèce de passation. Voilà, Frank Vandenbroek, il a 23 ans, il reviendra sur le Tour, j'en suis persuadé. Mais sans Vandenbroek, Romain gagne pas. Ouais, Enfin, c'est clair. il y a tellement d'histoires dans l'histoire que c'est pour moi celle qui est la plus significative. Et puis aussi, beaucoup de victoires, Type, je sais pas ce que tu en penses, beaucoup de victoires, plus que d'habitude sur les échappées cette année, alors que d'habitude, c'était un petit peu une domination, c'est sprinters ou favoris. Là, cette année, on a l'impression que le gâteau se partage, et on pensait que c'était vraiment une question de cycle. Là, je sais pas si ça a changé, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que la roue tourne en termes de spectacle et d'échappées, même si on choisit les étapes, hein, parce qu'il y en a, cimer. Oui, après, c'est les coureurs qui font la course et c'est surtout, on l'a vu, hein, c'est au bon vouloir de la reine. Hein. Si les équipes de leaders se mettent à embrayer sur, par exemple, les caps de San Luca, bah, on sait très bien que c'est fini pour l'échapper. Donc, au final, bah, on va pas bouder notre plaisir parce qu'on l'a dit, on l'a répété. Hein. Du côté du général, on n'avait pas de Français, mais par contre, du côté des baroudeurs, on avait un collectif, un contingent français qui pouvait aller chercher des villes. Ils l'ont fait de manière magistrale. Et puis aussi, moi je veux dire, hein, pour la suite, hein, pour les échappés, on a donc la Lidl Trek en moins pour Pedersen qui va rouler. On aura Alpecin qui voilà, aura besoin d'une victoire, mais qui n'a pas une équipe flamboyante. On l'a vu depuis le début de ce Tour de France. Bien Guérin. Alpecin, ils vont rouler, hein, je vais te dire qu'ils vont pas laisser passer. Ouais, ouais, ça c'est clair. Mais par exemple, Intermarché, ils ont déjà gagné 2. Ils savent que si jamais ils vont au bout, ils peuvent se faire taper par Philipsen, le remettre dans le jeu du maillot vert. Donc ça va pas forcément rouler à fond pour aller jusqu'au sprint. Je pense qu'il peut y avoir des ouvertures à ce moment-là où tout le monde ne sera pas vraiment d'accord pour mettre la machine en route. On verra évidemment comment ça se passe dans sur les sprints, non. Hein, je trouve qu'il y a quand même moins d'étapes que l'année dernière où ça pouvait batailler pendant 2-3 heures, où on avait des étapes de transition en fin de deuxième semaine l'an passé, où ça pétardait de partout, où tu avais des groupes de costauds qui sortaient et qui allaient au bout. On n'a quand même pas ces étapes-là cette année. Hein. C'est quand même un tour qui est beaucoup plus traditionnaliste dans sa construction. Donc, à voir. Alors j'ai fait un petit calcul. 3 victoires d'étape sur le Tour de France. Ce n'est pas dans les questions encore dans le quiz. 3 victoires d'étape françaises sur le Tour de France n'est plus arrivé depuis quand? 2009. Non. 2019. À la Philippe. Oui, mais en première semaine. 2009. Ah, en première semaine. Ah oui. Non, je veux dire dans le Tour de France. C'est pour ça que je dis on va faire péter le record. Ah. On va faire péter le record. Oui. 2009. Attends. Ouais. Il y a eu 2009. C'est quoi? C'est Dumoulin. Ah bah il y avait du Brice-Feuillu, Arcalis. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait. Je me souviens plus. Alors bon, bref, c'était juste pour c'est vrai que c'est pour me rappeler un petit peu ce Tour de France 2009. Ok, Brice Feuillu, il devait. Chavanel peut-être. Ouais, peut-être dans le genre. Si jamais vous dans le chat vous avez une bonne mémoire, n'hésitez pas à nous le rappeler. J'avais vu la stat, mais j'ai pas révisé les noms. Ah, c'est dommage parce qu'il y a un petit quiz qui arrive. Ça va arriver tout doucement. Avant, je voulais parler donc de ce qui se passe autour. Donc, on a eu le cas Vauquelin. On a beaucoup dit. Bon, il y a eu un petit point noir avec
Ces insultes, pas ces insultes, pardon. Mais c'est ce petit coup d'épaule. Voilà, ce petit coup de chaud sur une étape. Mais sinon, après, il a fait un très très gros chrono. Il va chercher une victoire d'étape qui est très belle devant l'homme de ce Tour de France de cette première semaine, Abrahamsen. Donc voilà, Vauquelin très intéressant. Et c'est peut-être pas terminé. Il a gagné sa sélection pour les JO, mais sinon c'est. Mais surtout... honnêtement, et il s'en sort bien. Il s'en sort bien sur son coup d'épaule parce que je connais plus d'un coureur qui aurait été mis en course. J'ai pas pu voir les images, mais du coup, je sais que c'était un peu chaud parce qu'il a envoyé valdinguer du monde et c'est vrai que dans certains. Ah bah il y a chute, il est hors course, sûr et certain. Mais il y en a certains. À l'époque, un Boigny par exemple fait ce genre de mouvement. Il y a chute ou pas. C'est hors course. Ouais, Boigny qui a beaucoup gueulé d'ailleurs pendant cette première semaine du Tour de France, notamment sur les propos de. Et a raison d'ailleurs. Et a raison, je trouve. Il ferait un très bon consultant. J'espère qu'on pourra l'inviter un jour pour nous éclairer sur tout ça. Déception, Thib, tiens, je te donne la parole. Tu voulais parler de la Groupama FDJ. Vas-y, lâche-toi. La Groupama FDJ, on l'a vu. On s'attendait à ce que ce soit une équipe qui soit beaucoup plus offensive. On l'a vu. Elle est offensive sur ces terrains où. Justement, les baroudeurs peuvent parfois s'exprimer. Bon, les sprinteurs, l'étape de Rousseau, oui, bon, on aurait pu se permettre de le garder à l'abri et d'essayer de tenter le sprint, même si sur un sprint massif, on ne prend pas du tout à Rousseau. Mais pour le reste, du côté du général, on s'attendait à ce que David Gaudur réponde présent, peut-être aussi à ce qu'on ait un petit backup avec Lenny Martinez. Et au final, dès la première étape, les deux ont été tout de suite hors jeu. Gaudu monte en puissance, donc ça c'est bon, on s'y attendait. La deuxième semaine, va y avoir des opportunités. Moi j'en attends énormément du côté de dimanche au plateau de Bayle, un 14 juillet. Maintenant le point d'interrogation c'est Lenny Martinez. Et comment va-t-il vivre ce tour? Est-ce qu'il va avoir sa fulgurance comme il a eu sur le Tour de Suisse, ou est-ce qu'il va subir et resubir? Là pour l'instant c'est compliqué parce qu'il se fait lâcher des fois avant Mark Cavendish, il sort, il pète direct. Très très compliqué, je suis pas sûr que ce soit la meilleure. C'est une faute professionnelle, c'est une vraie faute professionnelle de l'avoir emmené là-dedans. En attendant les prochaines semaines, si jamais il lève les bras, ne vous inquiétez pas que Marc Madiot va le rappeler à tous les médias d'avoir critiqué, mais c'est vrai que là c'est un bienfait marketing quoi. Mais en fait c'est juste ça l'intérêt de l'avoir emmené. Quel marketing? Quel marketing à part avant? Là maintenant, t'en parles jamais. Tu vas pas le faire en fin d'étape pour dire Coco, t'as fini 160e. Qu'est-ce que tu penses de l'étape? Enfin, je veux dire, le coup marketing, il est pas, c'est pas Chris Froome, tu vois ce que je veux dire? Où là vraiment il y a un coup marketing à Intermarché. C'est tout. C'est le seul truc que le sponsor lui demande en l'alignant, c'est gagne une étape. S'il la gagne pas, ce sera un pari raté. Et ensuite, je voulais enchaîner sur les autres équipes françaises. Donc pour l'instant, Cofidis, on l'a vu, son plus bel exploit, c'est sur le sprint en faux plat montant où ils ont lancé parfaitement Bini Girmay pour la victoire. D'ailleurs, il a félicité toute l'équipe après la ligne. Donc ça, c'était incroyable. Mais c'est vrai que pour l'instant, en difficulté. Il y a aussi Decathlon, un petit peu dans le dur. Alors, j'ai regardé le classement des primes sur ce Tour de France. Decathlon est la dernière équipe pour l'instant avec un peu plus de 2000 balles. Donc c'est quoi? C'est 2 piges pour Théo. Donc c'est pas grand-chose. Je sais pas. Non, c'est pas fou. C'est pas fou ce début de Tour de D4, très honnêtement. Bon, moi, j'attendais pas des milliers et des cents de Sam Bennett, très honnêtement, au vu de la concurrence des sprinters sur la première semaine. Félix Gall, c'est en retrait pour l'instant. Après, on sait que, vu la troisième semaine qu'il nous a sorti l'année dernière, on va attendre. Mais ouais, c'est pas la folie, quoi. Pour moi, la seule chose que je retiens de cette première semaine de Decathlon, c'est la vidéo où Nance Peters dit oh là, t'as vu comment ça a roulé, et après derrière, tu vois Félix Gall fait aïe 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 aïe. Enfin bref, voilà, il était au fond du faux dans l'étape du Galibier. Et bien sûr, on me le dit dans le chat, rien sur Turgis. Évidemment, félicitations à Turgis et notamment Total Energy, puisque voilà, ça faisait un petit moment qu'ils couraient après cette victoire, surtout qu'ils ont été beaucoup critiqués ces dernières années, et notamment par nous sur la sélection pour leur sélection pour le Tour de France. Et là, les coureurs ont répondu, pour l'instant, répondent présent, et c'est tant mieux. On a fini sur les Français. C'est bon? Ouais. Parce que là, j'ai un beau quiz à vous proposer. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est...
Je pense qu'il n'est pas très facile. Mais après, il y en a qui bossent sur le Tour de France, d'autres qui font des articles sur Vélo Futé. Donc je pense que vous êtes capables. Et puis bien sûr le chat, hein, toujours présent à fond, qui vont pouvoir répondre à toutes les questions. En fait, c'est très simple. Hein. Une question, une étape. Donc on va faire 9 questions au total, vous avez compris. Ça fait... Parce qu'il y a eu 9 étapes. Merci de suivre. Donc le chat, vous pouvez jouer bien sûr. Alors, première question, c'est donc sur la première étape. Souvenez-vous. Combien d'avance a eu Romain Bardet sur la ligne lors de la première étape? Combien de secondes d'avance? Je vous aide, c'est pas en minutes. C'est après. 12 secondes. 12 secondes, ce n'est pas bon. 6. 6, c'est pas bon. Le chat n'a pas donné, ce n'est pas 9 secondes, ce n'est pas 19 secondes. 8. 13 secondes non plus pour Anthony Nicolas. 8 non plus. Alors, c'est pas facile, hein. Je pensais que je n'allais pas vous avoir sur ça. 2. Un petit peu plus. 6, c'est pas non plus 6. Pas 11 pour Juik 29. Pas 6 pour McFly. 5. 4. Qui a dit 5? C'est Théo. Merci de me délivrer. 5 secondes d'avance donc pour Romain Bardet sur Wout van Aert. Et qui avait donc 12 secondes d'avance sur le peloton. Enfin, pour vous sur Wout van Aert parce qu'il y a les bonifs, je crois. Enfin bref, je sais plus. Voilà. Du coup, j'ai mis les bonifs dedans. 15 secondes, voilà, 15 secondes dans les bonifs, voilà, 15 secondes avec les bonifs et 11 secondes sur Honda, pardon. Très bien, premier point pour Théo, laissez-moi le noter et puis j'enchaîne avec la deuxième question. Alors, Vauquelin, vainqueur de la deuxième étape, mais il était avec qui comme autre Français dans l'échappée? Il y avait qui comme Français? On n'avait pas entendu. Ah, alors c'est à cause de la voiture de type. Donc, je répète, Kevin Vauquelin, vainqueur de la deuxième étape, mais il y avait d'autres Français dans l'échappée. Et qui était-il? Jordan Jegat. Je te donne un point à chaque bonne réponse. Un point. Un FDJ, on me dit. C'est super. McFly a donné un deuxième, donc je donne un point, mais je voulais chercher. Romain Grégoire. Non, il n'y était pas. Non. C'est bon pour McFly, qui je donne un point au chat, qui a donné. Si vous ne le trouvez pas, je le donnerai. Il y en avait 3, du coup, dans cette échappée. Donc Axel Laurence, marqué par McFly pour le chat. Et il y en avait un troisième. Qui termine d'ailleurs sur le podium de cette étape. Ah, je l'ai oublié. Voilà. Aïe. Est-ce que quelqu'un va nous délivrer un Groupama FDJ, comme l'a souligné quelqu'un dans le chat, un Groupama FDJ qui a terminé 3e de cette étape au sprint. Quentin Paché. Quentin Paché, bonne réponse pour Théo, bravo. Quentin Paché qui était présent dans cette échappée. Ça fait donc 3 points pour Théo, 1 pour le chat, 0 pour Thibaut. Gaviria, 2e donc de la 3e étape. C'est son 2e Tour de France à Fernando Gaviria. C'était quand le premier Tour de France de Fernando? 2017. 2017, c'est pas bon. 2016. 2016, c'est pas bon. 2019. 2019, c'est pas bon. Pas 2021, pas 2019. 2020. 2020, c'est pas bon. 2018, c'est bon, la team. Voilà, bravo. Le point pour la team. Belle question de merde, ça. Attends, j'y peux rien, moi. C'est parce qu'il faut que je trouve des trucs un peu difficiles. Si je dis ça, des trucs faciles, hein, combien a terminé Fernando Gaviria? Je préférais le quiz de la semaine dernière. Ouais, mais je vais changer. Je le ferai la semaine prochaine, j'ai une autre idée. 4e étape, donc première étape de montagne. Combien de coureurs, hors des 4 super teams que je vais nommer, UAE, Visma, Bora, et pourquoi je dis 4 3 en fait, je sais pas pourquoi je dis... non, attends, 1, 2... Oh là là. J'en oublie une. Attendez. Visma, et c'est tout. En fait, c'est... alors, UAE. Ah, mais Soudal. Ineos. Et voilà, non, c'était Soudal. Voilà, hors des 4 fantastiques, des équipes des 4 fantastiques, voilà ce que j'ai noté, ont terminé en top 10. Qui sont les 2 coureurs hors des équipes des 4 fantastiques qui ont terminé en top 10 de cette étape? Rodriguez. Rodriguez, c'est bon. Bilbao. Tu connais? Bilbao, c'est pas bon. Chicone, c'est bon. Un point pour la Tib. Désolé pour la question un peu difficile. On a eu le chat là, ils sont en PLS. 5e étape. 35e victoire de Mark Cavendish. Mais la dernière victoire d'Astana dans le Tour de France, c'est daté de quand? Sur quelle étape? Oh putain. Eh oui, mais Coco, faut bosser. Moi, j'y peux rien. Astana. C'est une étape. Alors, je donne des indices, bien sûr, au fur et à mesure. Après, peut-être que dans le chat, ça va trouver assez facilement. C'est une étape qui a été, je veux dire, une grosse étape de montagne, voilà, qui a été remportée il y a quelques Miguel André années. Lopez à la Lose.
Ah, C'est une c'est bonne la Lose, ouais. réponse. C'est une bonne réponse de Théo. Voilà, je vous l'ai donné. On m'a dit Vinokourov sur les champs sur le net. C'est très drôle. C'est donc Miguel Angel Lopez en 2020 au col de la Lose. Encore un point pour Ouais, parce Théo. qu'on lui retire pas à Miguel André Lopez. Sur le papier, en tout cas, pour Officieusement. l'instant, c'est bon. 5 points pour Théo, 2 pour la Tib, 1 pour le chat. Le chat pas en grande forme aujourd'hui. Autre question, pas facile non plus. 6e étape, départ de Mâcon. Donc, la dernière fois qu'on est parti de Mâcon, c'était un moment d'histoire, mais c'était quelle étape? Vous vous souvenez? Je vous donnais des indices, bien sûr, au fur et à mesure. Vous n'avez pas. Indice numéro 1, c'était une arrivée à Saint-Étienne. James C'est Cycling, là où à la James Cycling, elle a trouvé, et donc McFly, Ouais. tout à fait. Alaphilippe, Thibaut Pinot est échappé avec la victoire de De Gent. Je vais le donner au chat parce qu'ils l'ont trouvé. Avec la Bravo. Jaillère. Ouais. Ensuite, 7e question, 7e étape. Remco, vainqueur du chrono, logiquement. Ça va, normalement, ça devrait aller plus vite là. Quel est le 4 fantastique, l'un des 4 fantastiques, donc 3 évidemment vu qu'on l'enlève, qu'il a battu sur un chrono cette année? Et où ça? Après, Primoz Roglic. Primoz Au Roglic, Pays c'est bonne Basque. réponse. Au Pays Basque. Voilà, ça a été très vite. Bravo la Tib. C'est donc 1 point pour toi. 8e question. 2 victoires en première semaine pour Girmay. Philipsen, on a gagné 3 l'année dernière lors de la première semaine. Donc il ne compte pas. Quel est le dernier sprinter à avoir scoré 2 fois lors de la première partie du tour, donc là, avant la première journée de repos? Le dernier sprinter à avoir remporté 2 étapes lors de la première semaine, donc, enfin les 10 jours, semaine de repos. Lorena Vibus, c'est pas bon, McFly, dans le chat. Ça ne compte pas. Cavendish aussi, non? Cavendish, en quelle année? Si tu me donnes l'année, je te donne 2 points pour refaire un. Alors, Y'a pas un 2021? Kittel là-dedans? non, c'est bien Cavendish. T'as dit quoi? La team, on n'a J'ai pas dit des heures. 2021, mais ça doit être 2022. C'était C'est 2021, 2022. c'est dommage. Et il avait gagné à Redon et Fougères en 2021. Un point sur les scores. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit 2022, après t'as changé. Mais non, j'ai dit ça, c'est 2021, mais ça va à tous les coups, ça va être 2022. Non. Alors là, on n'accepte pas du tout. 4 points Ok, pour la d'accord. team, 5 points pour Théo, 2 points pour le chat. Et étant donné que le chat est déjà éliminé, donc je regarderai vos réponses, je vous donnerai un bon point derrière. Mais ça se joue entre la team et Théo. D'ailleurs, sachant que la dernière question, vous le savez très bien, Jérémy fait les quiz d'habitude, compte double en cas d'égalité, comme les buts à l'extérieur à l'époque. En plus, c'est beaucoup plus dur. David Gaudu a terminé 15e de cette étape entre 3 et 3. Quel était le meilleur classement du Français avant cette étape sur le Tour de France 2024? Vous réfléchissez un petit Oh peu, là. vous donnez un chiffre. Vous donnez un chiffre et celui qui est le plus proche remporte ce quiz de la première semaine du Tour de France. Théo, je prends le risque et je le donne en premier et tu t'adaptes? Ouais, vas-y. Vas-y, je dis meilleur classement 49e. 49e, donc pour Atib. On a donné aussi dans le chat. Eh J'ai ouais. 62. Combien? 62. 62. Entre vous deux, il y a un gagnant, puisque le meilleur classement de David Gaudu, c'est 59e sur le chrono. Et donc, c'est une victoire de Théo, magnifique, grâce à ce hasard complet. Et James Cycling, dans le chat, avait donné 60, c'était le plus proche. Donc, bravo à lui. Ouais, il fallait bien trouver des questions un petit peu qui changent de d'habitude. Mais donc, David Gaudu, qui n'était jamais rentré dans les 50 premiers avant cette étape du Tour de France. Les paris, très rapide, vous inquiétez pas, c'est juste me dire qui va tomber du podium. Ah, c'est même pas vrai. Alors d'après ce que vous avez vu et tout, il y a 4 coureurs pour 3 places pour l'instant, on va dire. En tout cas, je ne compte pas les équipiers des favoris. Qui, selon vous, ne sera pas sur le podium du Tour de France entre Roglic, Evenepoel, Vingegaard et donc Tadej Pogačar? Messieurs, c'est à vous. Moi, je vais prendre une cote, je vais dire Vingegaard. Vingegaard qui saute donc du podium. Évidemment, tout peut arriver. Je ne parle pas qu'en fonction des résultats, mais peut-être chute, etc. Et c'est un peu du pif, c'est du pari, c'est comme ça. Atib, d'après ce que tu as vu. Je suis obligé d'en donner un différent parce que moi, je reste sur ma théorie du fait que Jonas Vingegaard va finir par craquer physiquement. Et sur l'étape avec l'enchaînement Bonnet et Isola 2000, tu peux prendre un tir. Moi, je reste aussi sur Vingegaard. Mais si je dois en citer un autre, ce sera du coup Remco Evenepoel.
Ah, je m'attendais si quand jamais même. tu m'obliges. Ouais, bah, cite les 4, puis comme ça, tu seras tranquille. Hein. Ouais, c'est clair, c'est comme tout à l'heure avec Cavendish, du 2021, mais peut-être 2022 ou alors 2020. Non, mais c'est comme vous ça, voulez, vous ça, piochez. ça dépend de toi, Seigneur. Soit tu m'autorises à citer le même, soit j'en cite un autre et ce Non, sera Remco Evenepoel. tu peux, c'est bon, je te le donne, c'est cadeau. Tu as le droit de dire Vingegaard. Moi, je vais dire Primoz Roglic. Tiens, allez, allons-y, soyons fous. Primoz Roglic, qui, pour l'instant, c'est le cas. On va dire que Remco va tenir jusqu'au bout et Vingegaard aussi. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, c'est terminé pour cette première partie du Tour de France. Le débrief a été fait. On reviendra, alors je le dis très haut, parce qu'Anthony en plus est dans le chat et James aussi. Les lundis, jour de repos, c'est épisode. Arrêtez de me demander le jour, quand est-ce qu'on le fait, etc. C'est les lundis, jour de repos. Merci. Voilà, le message. Oula. Ça va, il n'y en a plus qu'un. Le message est passé dans le bon sens. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour le débrief. Merci à tout le chat d'avoir participé Merci à tous. tout au long de cet épisode. Et puis on se retrouve quand la team? Lundi. Ah, lundi, bravo. Merci. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.